Mes chers collègues, Madame, Monsieur, Madame la rapporteure, je propose que nous commencions l'audition. Le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé, les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière ou d'entrave au fonctionnement d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence possible financière. Ce type de formation, commission d'enquête, entraîne un certain formalisme juridique. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure », et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, monsieur, je ne sais pas dans quel sens, monsieur Clément Chaudet, allez-y. Vous appuyez sur le micro. Je le jure. Pas de lien d'intérêt éventuel? Non. Non. Madame Hélène Ontanque. Lorraine. Madame Lorraine. Pourquoi j'ai dit elle? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose des deux côtés. Toutes Lorraine. mes excuses, Madame Lorraine Ontanque. Pas de problème, je le jure, et pas de conflit d'intérêt. Merci beaucoup. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont permis d'entendre les directions d'administration centrale, notamment celles en charge de la fiscalité, mais aussi de l'éducation nationale, de la culture et de la vie associative. Nous avons ensuite entendu les structures représentant le secteur de la philanthropie et le secteur associatif ou accompagnant ces acteurs dans leur démarche. Ces auditions nous permettent d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection et d'observation quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant, et c'est important, bloquer le système. Le maître mot de nos travaux est, vous l'avez compris, transparence. Votre audition s'inscrit dans une troisième phase de nos travaux, au cours de laquelle nous allons recevoir des acteurs évoluant dans le secteur scolaire, soit en gérant des établissements, soit en intervenant devant les élèves, dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre des programmes officiels d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, les VAR ou EVARS. Votre audition doit nous permettre d'approfondir nos premières analyses, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, mais aussi les évolutions et mutations que le secteur scolaire a pu connaître au cours de ces dernières années, et d'envisager des évolutions quand cela s'avérera nécessaire. Madame, Monsieur, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes, et donc vous vous organisez entre vous. 10 minutes en tout, avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse la parole à Madame Colombe-Brossel, rapporteure, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête et de cette audition. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame, Monsieur. Merci de votre présence aujourd'hui. Ouais, il y a un petit jeu de micro dans les commissions d'enquête. Nous avons parlé de LIFT dès la première audition de cette commission d'enquête, puisqu'il se trouve que nous avons auditionné en premier les services du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, de ce point de vue-là, ça nous semblait évidemment intéressant, non pas uniquement de parler de vous, mais de vous entendre aujourd'hui. Et nous en avons parlé, Madame la Présidente y faisait allusion à l'instant, parce que notre fil rouge de commission d'enquête, c'est bien la transparence des financements, des politiques publiques par des acteurs de nature de droit privé. Évidemment, l'intervention d'associations ou d'autres types d'acteurs au sein des établissements d'enseignement est un sujet qui nous intéresse. Et bien entendu, le bouleversement de l'inscription maintenant dans le cadre d'un programme de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est un vrai bouleversement au sein des programmes de l'éducation nationale et donc fait naître des propositions de nature diverses et variées. Et donc ça nous paraissait dans ce cadre-là pertinent de pouvoir vous entendre aujourd'hui et d'échanger avec vous. Voilà donc pourquoi nous nous voyons. Donc vous avez la parole.
C'est Madame Lorraine Autanque. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer devant votre commission. Et si vous le permettez, je vais commencer par l'origine de LIFT, parce que je crois qu'on comprend mieux ce projet quand on sait d'où il vient, avant d'évoquer nos contenus, notre modèle, et je terminerai sur les financements. Donc, je m'appelle Lorraine Autanque, je suis franco-américaine, j'ai grandi au Royaume-Uni. Vous m'entendez bien ? Oui. C'est pas grave du tout, ça arrive beaucoup. Donc, et je viens d'une famille d'éducateurs et d'éducatrices, notamment à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de psychologues de l'éducation nationale, d'infirmiers, d'infirmières et de sages-femmes. Je suis par ailleurs, en tout cas je suis diplômée de Sciences Po et également reçu le certificat reconnu d'État d'éducateur ou d'éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle. J'ai toujours été passionnée d'éducation. Tout mon parcours professionnel ou associatif a été guidé par un engagement sur les questions de solidarité, d'éducation, d'égalité et de respect. J'ai notamment créé Paris Solidaire, une association qui œuvrait pour les personnes sans abri et les personnes réfugiées. J'ai travaillé sur la précarité menstruelle, été bénévole au sein d'associations éducatives au fil des années. J'ai également travaillé à l'UNICEF, dans une ONG sur la résolution de conflits, dans l'économie sociale et solidaire et dernièrement dans l'enseignement supérieur. En parallèle de mon travail, il y a maintenant plus de 8 ans, j'ai participé au lancement de conférences, notamment sur la prévention de la pornographie chez les mineurs. À l'époque, c'était encore un sujet peu traité, difficile à aborder, qui demandait beaucoup de finesse. Et c'est là que j'ai appris à trouver un langage pour informer, prévenir, protéger, sans jugement ni culpabilisation. Pendant toutes ces années, j'ai réalisé un constat assez simple. Il existe aujourd'hui de nombreuses ressources pour les adultes sur la santé mentale, les relations, l'épanouissement, de nombreuses ressources pour les jeunes enfants, mais très peu pour les adolescents, qui sont pourtant à un moment clé de leur construction, et alors même que l'actualité nous rappelle le besoin immense de nous adresser à eux. J'ai également constaté par mon expérience le besoin d'outils et de ressources concrètes pour permettre aux adultes d'aborder ces sujets avec les jeunes, notamment, mais pas uniquement, dans le cadre des établissements scolaires. En l'occurrence, 85% d'entre eux n'arrivaient pas à mettre en œuvre les 3 séances d'EVARS par an et par niveau obligatoires depuis 2001. Le déclic, pour moi, a été très clair lorsqu'un établissement a appelé, et je vais le citer, et au risque, et je vous en demande pardon, de vous choquer, nous sommes en classe de 3e. Un élève a violé un 2e, un 3e l'a filmé et l'a posté sur le WhatsApp de la classe. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir nous aider ? Il y avait urgence et j'avais 2 options. Soit je ne fais rien, soit j'agis en posant à mon échelle une première pierre à l'édifice pour le bien-être des jeunes. J'ai donc posé ma démission, investi toutes mes économies personnelles et j'ai passé plus d'1 an et demi à travailler sur ce projet. Aujourd'hui, les chiffres sont sans appel. 1 enfant sur 10 est victime de violences sexuelles. 1 enfant par classe est victime de harcèlement. L'usage d'antidépresseurs a augmenté de 60% chez les jeunes en 5 ans. 1 lycéen sur 4 a eu des idées suicidaires dans l'année passée. Les jeunes ont besoin d'aide, les parents ont besoin d'être sensibilisés et les éducateurs ont besoin d'être outillés. Et c'est ainsi qu'est né LIFT. Nous nous sommes associés avec Clément, qui a porté son expérience dans l'entrepreneuriat et en gestion de projets web. Clément, par ailleurs, et sans entrer dans le détail de sa vie privée, était particulièrement sensible au sujet, ayant lui-même vécu auprès de ses proches les conséquences que l'absence d'EVARS peut avoir. Alors, qu'est-ce que LIFT ? LIFT, c'est une structure privée dont la mission première est d'être au service de l'éducation et du bien-être des jeunes. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes un éditeur de contenu numérique. Nous proposons une plateforme avec des modules qui permettent de se former et d'animer des séances interactives auprès des jeunes. Chaque module contient une formation en ligne, des vidéos, des activités, des ressources pédagogiques supplémentaires. Nous avions commencé en proposant des modules thématiques, harcèlement, consentement, pornographie, écran. Puis, lorsque le programme EVARS fut sorti, nous avons créé des modules qui suivent très strictement ce programme. Nos modules traitent de sujets variés, tels que l'estime et la confiance en soi, les relations amoureuses, amicales, familiales, la sexualité, la santé sexuelle, la diversité, l'accueil de la différence et les enjeux de prévention, réseaux sociaux, violences, addictions, etc. Nous avons un point d'honneur toujours à traiter de ces sujets selon une approche positive et pas uniquement préventive. Nous n'envoyons personne dans les établissements.
ce sont les enseignants ou les éducateurs, éducatrices qui choisissent librement d'utiliser ou non toute ou partie des ressources pour animer eux-mêmes les séances. Les ressources sont modulables et l'enseignant peut les adapter selon son public et son contexte. Elles sont structurées par tranche d'âge, année par année, et des accès pour les parents ou les responsables légaux sont prévus. Enfin, nos contenus ont été élaborés avec une 40aine de professionnels de santé, de l'éducation et des experts thématiques, et j'y reviendrai juste après. Notre ligne éditoriale est simple et claire, neutralité, laïcité, respect des valeurs de la République. Nous sommes strictement aconfessionnels et apolitiques. Notre souhait est de proposer des contenus accessibles à tous, quels que soient les milieux, les sensibilités, car nous pensons fondamentalement que ces sujets doivent être traités pour tous les citoyens de demain. Nos contenus s'inscrivent sur une approche qui est triple, globale, parce qu'elle prend en compte les dimensions relationnelles, psychologiques, sociales, juridiques de chaque sujet. Objective, elle se base sur la loi, le cadre éducatif. Bienveillante, parce qu'elle porte un regard positif sur chaque jeune et cherche à les rejoindre chacun où ils sont dans leur singularité. Pour garantir cette ligne, la transparence des contenus est au cœur de notre modèle. Conformément au cadre proposé par l'Éducation nationale, les séances sont dispensées par les enseignants eux-mêmes, l'ensemble des équipes éducatives ont accès au contenu et des accès sont prévus, comme je l'ai dit, pour les parents ou responsables légaux. Cela permet à chacun de voir ce qui est proposé et d'en apprécier librement l'équilibre. Cette transparence est pour nous un principe de confiance et un gage de qualité. Par ailleurs, nous avons conçu chaque module avec 8 à 14 experts, professionnels de santé, d'éducation, des experts thématiques et avec le réseau Canopé, organisme sous tutelle de l'Éducation nationale. Les modules sont relus par un panel d'enseignants du public et du privé, de parents, de jeunes, et ils sont testés dans plusieurs établissements. Et enfin, les utilisateurs ont la capacité de faire des retours une fois que les modules sont publiés directement sur notre web app. Notre ambition, elle est simple, être utile aux jeunes pour qu'ils puissent trouver des repères, poser leurs questions, aux parents pour qu'ils puissent être rassurés et s'ils le souhaitent pour suivre le dialogue à la maison, aux éducateurs à qui l'on demande beaucoup sans toujours donner les moyens, le temps, les ressources pour aborder ces sujets sereinement. Nous ne nous substituons ni à l'État, ni aux enseignants, ni au programme. Notre rôle est de contribuer de façon complémentaire, là où ça peut être utile, avec une première solution concrète pour répondre aux enjeux du terrain. Depuis le départ, nous avons cherché à travailler en lien avec les instances publiques et à ne pas avancer seuls. Nous avons sollicité des échanges avec la DGESCO avant même la création de notre structure et partagé nos contenus au fur et à mesure de leur publication, y compris les versions test et les prototypes. Nous avons soumis nos contenus au réseau Canopé qui a expressément validé la dimension neutre et laïque et en accord avec le programme de l'EVARS. Nous avons candidaté au dispositif EduUp qui a impliqué une évaluation externe de l'inspection de l'Éducation nationale et mis en place une mesure d'impact externalisée avec des chercheurs d'université. Nous avons entrepris ces démarches non pas pour obtenir un tampon, mais pour nous assurer que ce que nous proposons soit utile, de qualité et cohérent avec le cadre de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il est essentiel que tout le monde travaille de concert, que ce soit l'État, les associations ou les structures privées comme la nôtre, sur ces enjeux. Nous pensons en tout cas que c'est en travaillant ensemble, en collaborant, qu'on pourra mieux accompagner les jeunes. Et qu'au vu de l'urgence, il n'y a ni temps ni énergie à perdre, même si, évidemment, sur ce sujet, il y a une vigilance et une attention toute particulière à porter. Un dernier mot sur le financement. LIFT est une entreprise privée et à ce titre-là, nous n'agissons pas et nous ne pouvons pas recevoir de mécénat ou de subventions dédiées aux associations. Nous avons un modèle économique sur un abonnement qui nous permet de rémunérer la création de la plateforme, des contenus et des frais de fonctionnement. Au lancement, pour permettre la création du contenu et le développement de la plateforme, il nous a fallu lever des fonds. J'ai cherché de mon côté, ce qui n'est pas forcément évident dans le secteur de l'éducation et en phase d'amorçage, et nous avons obtenu un financement d'Odyssée Impact qui investit dans des entreprises en phase d'amorçage tout en restant majoritaire, Clément et moi. Notre table capitalistique est en train d'évoluer dans le cadre de notre développement et d'ici quelques semaines, Odyssée Impact laissera intégralement la place à de nouveaux investisseurs. Nous ne distribuons pas de dividendes et nous réinvestissons tous nos revenus dans notre développement. Et je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en parler en détail. Pour conclure, enfin, notre priorité chez LIFT, c'est celle-ci, éduquer à l'égalité et au respect, prévenir et protéger des violences et contribuer à un plus grand bien-être chez les jeunes.
Notre enjeu, ce n'est pas d'exister, notre enjeu, c'est d'être utile. Nous avons aujourd'hui des retours de terrain encourageants, les parents, les éducateurs, mais également les jeunes. 93% recommanderaient ces séances à d'autres. Et nous avons la joie, ou en tout cas nous sommes heureux de recevoir des retours tels que « Merci, vos vidéos sauvent la vie » ou « Si les autres savaient tout ça, le monde irait mieux ». Nous sommes évidemment une jeune structure, nous restons pleinement disponibles pour améliorer tout ce que nous faisons. Notre objectif, c'est de travailler de concert avec tous les acteurs. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Très bien, merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Merci pour ce propos introductif. J'ai en effet quelques questions de précision, de complément. Donc, d'abord, et je vous remercie d'y avoir répondu, j'avais en effet des interrogations sur le modèle économique en phase de développement. Et donc, vous nous confirmez que Odyssée Impact, une des nombreuses holdings dans lesquelles Pierre-Édouard Stérin est partie prenante, était donc actionnaire de votre entreprise. Et vous nous apprenez que ce ne sera plus le cas dans quelques semaines, avez-vous dit. Je voudrais avoir des précisions sur un certain nombre d'éléments que vous avez posés. Vous n'intervenez pas dans des établissements scolaires, c'est extrêmement clair. D'ailleurs, c'est clair sur votre site internet. Vous êtes, voilà, vous avez construit l'outil intermédiaire, on va dire ça comme ça. Est-ce que il vous est possible de nous dire combien d'enseignants ont acheté un produit auprès de vous et est-il possible d'avoir une idée de savoir si c'est plutôt du premier degré, plutôt du second degré ou pas? Première question. Alors, sur le premier degré et second degré, nous sommes uniquement sur le collège et le lycée. Vous êtes, ouais, okay. Uniquement. Faites pas le premier degré. Je vais laisser Clément reprendre pour la suite. Merci pour votre question. À l'heure actuelle, on a environ 300 établissements partenaires. On parle beaucoup des établissements scolaires. Nos modules s'adressent aussi aux structures jeunesse qui accueillent des adolescents. On travaille notamment avec le monde du sport, avec un centre régional olympique et sportif, avec des associations d'éducation populaire, notamment en banlieue parisienne. En ce qui concerne les établissements scolaires uniquement, aujourd'hui, on a quasiment 300 structures partenaires, ce qui représente environ 2500 enseignants. Vous demandez quel était le nombre d'enseignants qui faisaient appel à nous. En réalité, c'est souvent c'est les chefs d'établissement avec qui on contracte et on les invite systématiquement à partager le contenu sur un module démo qu'ils peuvent partager à leurs enseignants pour que, évidemment, le projet soit accompagné du corps enseignant et pour pas que ce soit juste une approche top-down, évidemment, ce qu'on regretterait. Et peut-être pour compléter là-dessus, on ne sait pas exactement le nombre d'établissements qui utilisent la solution, puisque une fois que l'établissement a choisi d'utiliser Lift, ils sont libres eux-mêmes de choisir quel enseignant qui a envie d'animer une séance, de prendre en charge une séance ou non. Je comprends. Je vous ai parlé d'enseignants et vous m'avez répondu établissement parce que c'est pour le coup les établissements qui achètent, en effet. C'est une précision importante. Quand je reprends les propos de Caroline Pascal concernant l'offre commerciale qui est la vôtre, qui est donc directrice de la DGESCO, je vous passe tout le paragraphe, vous avez dû regarder ça ou le lire. Et j'arrive à la fin de son propos. Nous avons fait savoir aux académies que ces ressources ne sont pas validées par le ministère, étant le fruit d'une opération commerciale privée, et rappeler dans quel cas les interventions sont susceptibles d'avoir lieu. Du coup, pourquoi un établissement se tourne vers vous, alors que ce sont des ressources qui ne sont pas validées par le ministère de l'Éducation nationale, sur lesquelles la DGESCO a explicitement informé son réseau d'académies? Du coup, ça provoque chez moi beaucoup d'incompréhension. Quelle est votre compréhension de ce sujet-là? Alors, je vous remercie. Je vous remercie de nous donner l'occasion, du coup, de revenir effectivement sur ce point-là.
La première chose que je voudrais dire quand même, c'est par rapport aux propos de la DGESCO lors de cette audition. Il y a plusieurs éléments qui ne sont pas corrects, en tout cas à nos yeux, et que vous pourrez vérifier par vous-même sur la plateforme. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'ajuster les séances. Les séances sont conçues pour être modulables, ajustables par les enseignants. Ils ont évidemment la possibilité d'utiliser les vidéos qu'ils souhaitent, les activités qu'ils souhaitent, les quiz qu'ils souhaitent, d'utiliser ou non tout ou partie des séances. Et nous avons conçu les séances justement pour que, selon le groupe, selon l'énergie du groupe, selon le milieu ou le lieu où se trouve l'établissement scolaire, les enseignants puissent s'approprier la ressource et choisir ou non de l'utiliser. La DGESCO a également indiqué que ce n'était pas adapté à l'âge. Chaque module est pensé niveau par niveau, classe par classe, première séance pour les secondes, deuxième séance pour les secondes, etc. Et que le contenu n'était pas conçu avec des professionnels de santé. J'ai la liste ici de nos experts sollicités et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Nous avons quand même énormément de psychologues des universités, des psychologues cliniciens, médecins généralistes, gynécologues, à nouveau psychologues, sexologues, sages-femmes. Et donc je suis étonnée de ce propos. Et nos contenus sont également conçus avec des professionnels de l'éducation, parce que ça nous semble évident. Donc des professeurs, des conseillers d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, etc. Donc sur ce point-là, nous étions un petit peu étonnés. Et sur le point de le fait que nous sommes une solution commerciale, c'est vrai. Mais beaucoup également d'associations qui travaillent sur les VARS facturent également leurs interventions. Il faut bien financer d'une façon ou d'une autre les contenus qui sont proposés, la plateforme qui est créée. Et enfin, que la solution n'est pas validée. De notre côté, nous l'avons appris par le biais de cette audition. Nous avons ouvert nos contenus à la DGESCO depuis même le prototype. Et ensuite, nous avons donné accès à l'ensemble de nos modules au fur et à mesure de leur sortie. Et nous attendons encore un retour de leur part depuis novembre de l'année dernière. Il n'existe pas, à notre connaissance, et nous sommes plus qu'heureux de pouvoir être détrompés à ce sujet-là, si ce n'est pas le cas, que pour une solution privée qui est un éditeur de contenu numérique, il n'existe pas de validation ou d'agrément possible sur ce sujet-là. Enfin, pour une solution numérique qui propose du contenu. Il existe un agrément pour les VARS, pour les associations, qui envoient des personnes sur le terrain et qui interviennent concrètement sur le terrain. Nous sommes un éditeur de contenu numérique, comme par exemple un établissement scolaire va choisir d'acheter le livre Nathan ou achète en maths ou en histoire géo ou autre. Et dans les VARS, de la même façon, nous sommes des outils qu'un enseignant peut choisir d'utiliser ou non. Et à ce jour, nous n'avons pas connaissance d'agrément qui existe pour ce sujet-là. Donc c'est un peu une zone grise. Voilà. Est-ce que vous faites partie des outils qui sont proposés par le réseau Canopé, auquel adhèrent les enseignants pour y trouver les ressources pédagogiques? Alors nous avons travaillé avec le réseau Canopé, notamment pour qu'ils puissent valider l'intégralité, notamment la dimension neutre, laïque, respectueuse du programme de l'éducation nationale, etc. En revanche, nous ne figurons pas sur leur plateforme. Il me semble que pour le moment, en attente justement de nos échanges avec la DGESCO, on a mis ça en pause, entre guillemets. Et comment les enseignants, comment les établissements ont connaissance de votre existence? Et comment ils décident, qu'est-ce qui les motive à décider de faire appel à vous? C'était une des questions de la rapporteure. Oui, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Comment on arrive à se faire connaître? D'abord, un site internet que vous avez peut-être consulté. Et ensuite, on prend notre téléphone et on appelle les différentes structures avec lesquelles on travaille. En fonction des structures, on commence à comprendre comment elles fonctionnent. Est-ce qu'il est préférable de passer par le téléphone et passer par le standard parfois? Ou parfois on envoie des mails tout simplement. Et ensuite, on commence à avoir maintenant un effet réseau. On commence à connaître notre solution. Sur le fait de savoir pourquoi ces structures passent par nous, je pense qu'il y a un côté, et Lorraine pourra probablement compléter, il y a un effet rassurant pour ces structures-là d'avoir un outil qui comprend une formation, sur laquelle on insiste d'ailleurs énormément sur la posture. Et Lorraine pourra peut-être revenir sur ce point-là qui est pour nous central. Et en même temps, tout le nécessaire pour animer concrètement des séances
qui suivent intégralement le programme, de la 6e à la terminale, séance par séance. Et on pense que c'est quelque chose, effectivement, de rassurant pour ces structures-là. Pour ma part, donc, l'idée de LIFT et de la façon dont c'est conçu a été pensée lorsque je me suis mis à la place des éducateurs et des éducatrices, et avant même que le programme sorte aussi. Nous avons créé, en tout cas moi j'ai pensé à LIFT avant que le programme de l'éducation nationale ne soit publié. Et à ce moment-là, il y avait une obligation légale d'avoir les 3 séances par an par niveau, mais elles n'étaient pas mises en œuvre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut faciliter un enseignant, un établissement scolaire pour mettre en place ces séances? Et de mon côté, du coup, j'avais eu des exemples de ce qui se passait aux États-Unis, au Royaume-Uni, où il y a pas mal de structures privées qui œuvrent et qui proposent des outils. Et pour moi, en tant qu'intervenante, ce qui me manquait, c'était des outils concrets et qui aident et qui guident l'enseignant de A à Z. Et donc, notre objectif, c'est quand même de faciliter le travail avec les vidéos et tout le contenu complet. Voilà. Mélanie Vogel. Merci, Madame la Présidente. Alors, et merci pour vos réponses aux questions préalablement posées. Je suis allée voir sur votre site internet, comme les contenus sont payants, par définition, on ne peut pas les voir, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce qu'ils contiennent. Et donc, dans notre travail, qui consiste à essayer de voir si, puisque vous l'avez dit, vous êtes une structure privée financée par des fonds privés, qui consiste à voir quel impact ces organismes peuvent avoir sur les politiques publiques et sur les objectifs qu'ont fixé le législateur aux politiques publiques, dont les VARS. Comme on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment pas nous, je comprends bien que vous ne pouvez pas nous montrer la vidéo, mais nous donner des éléments sur les contenus et les messages de ces vidéos, notamment sur les sujets liés à l'identité de genre. Vous avez cité les cas de risque de suicide. Vous savez que les mineurs trans ont 8 fois plus de risques de se suicider que les autres. Sur la lutte contre les discriminations en raison de l'orientation sexuelle. Et sur ce que vous racontez dans ces vidéos en matière de droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Et la deuxième question, c'est, donc vous avez insisté sur le fait que vous étiez laïque et neutre. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel type d'établissement vous intervenez en France? Est-ce que vous intervenez partout de manière neutre, ou est-ce que vous intervenez plutôt dans des établissements privés religieux? Laurent Burgoa. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'avais la même question que Madame Vogel, mais peut-être présentée différemment qu'elle sur la dernière. C'était juste pour savoir dans quel type d'établissement scolaire vous aviez des prestations publiques ou privées. Comme j'ai une grande liberté, je respecterai votre position, quelle qu'elle soit. Je considère que la France est encore un pays de liberté et vous pouvez travailler avec qui vous voulez, comme vous voulez. L'essentiel, c'est de respecter les règles de la République. Mais l'autre question que j'avais à vous poser, c'était pour connaître, pour la culture générale. Je ne suis pas allé sur votre site internet, mais quel était le coût moyen de votre prestation, voilà, par rapport, si vous en avez un, parce que je pense que vous avez à la carte diverses prestations, mais en gros, quel est le coût moyen de votre prestation? Si vous pouvez me le dire, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, je n'en offusquerai pas. Karine Daniel. Oui, moi j'avais aussi des questions sur le modèle économique. Je partage, c'est pas visible non plus sur votre site internet, le prix moyen des prestations, le profil des écoles qui sont vos clients, puisqu'il faut utiliser le terme. Par ailleurs, sur la question des capitaux mobilisés, vous nous avez dit que la première levée de fonds s'était notamment faite auprès d'Odyssée.
capital, mais que vous souhaitiez finalement soit diversifier, soit sortir de cet investisseur unique. Alors, pouvez-vous nous en évoquer les motifs, les raisons? Quelle est la relation que vous entretenez avec votre investisseur principal et quelle relation vous entendez avoir avec vos potentiels investisseurs à venir? Oui, alors moi, je vais juste compléter parce que j'étais sur cet aspect, puisqu'on est vraiment sur les sujets de transparence, y compris financière. Hein. Donc voilà, ça ne va pas vous dérouter complètement par rapport à la question précédente. Le modèle économique, en fait, de votre structure, comment sont ventilées les recettes et les dépenses, quel usage, enfin voilà, parce que j'ai bien compris qu'il y avait le développement numérique, mais il n'y a pas que ça. J'imagine, et donc essayer de comprendre un peu comment votre structure fonctionne, et notamment est-ce qu'il y a un reversement aux actionnaires, sous quelle forme, enfin tous ces sujets-là, quoi, qui sont, enfin, voilà. C'est un des fondements de la commission d'enquête. Et après, donc je vous laisse répondre à cette série de questions, et après, je vous laisserai répondre à cette série de questions, et après on conclura avec 2 questions complémentaires par le rapporteur. Voilà. Pour répondre à la première question, et je vous remercie de la poser parce que c'est très important, vous avez utilisé le mot message. Quels sont les messages que l'on transmet? Nous ne transmettons aucun message si ce n'est que nous souhaitons transmettre pour le coup les valeurs de la République et dans le cadre d'un principe de laïcité et de neutralité. Nous traitons de tous les sujets. Notre approche, elle est très simple. C'est notre combat à nous, c'est d'éduquer à l'égalité et au respect, prévenir et protéger des violences et contribuer à un plus grand bien-être des jeunes. On s'appuie sur 5 piliers: informer, rassurer, prévenir, protéger, faire réfléchir et responsabiliser. Et on traite de tous les sujets sans tabou. On ne fait aucune impasse sur n'importe quel sujet. Et au contraire, on va essayer de les aborder de la façon la plus juste et accessible à tous pour que chaque jeune puisse se sentir rejoint. Et surtout que chaque jeune puisse être protégé. Et d'ailleurs, on a envoyé des accès. Et donc, vous allez pouvoir visionner absolument l'ensemble de tous nos contenus. Et vous pourrez aller regarder les contenus qui traitent de tous les sujets que vous avez évoqués. On s'appuie sur la loi, le droit, les faits, l'état de la littérature académique ou scientifique. Nous avons un souci, comme je l'ai dit, de respect, d'égalité et de lutte contre les discriminations. Et notre contenu, du coup, traite explicitement des sujets que vous avez demandés. En l'occurrence, par exemple, l'identité de genre, elle est traitée comme le demande le programme de l'éducation nationale dès la première séance de 5e. Les stéréotypes, les normes de genre sont abordées, l'identité de genre également est abordée, notamment dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Vous avez parlé des questions de diversité, etc. Je vous invite vivement à aller regarder le dernier module de première. Pour le coup, nous en parlons beaucoup. Vous nous demandez concrètement comment est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on faisait. Résumer des heures et des heures de séance, ce serait compliqué. En revanche, par exemple, on va parler de, si je prends par exemple la liste de titres des vidéos sur les discriminations, ou le module en tout cas accueillir la différence, on va parler de, la première vidéo va être « Je suis digne de respect », la deuxième « Oser être soi, apprendre à s'accepter comme je suis », troisième « Pourquoi a-t-on du mal à accueillir la différence », ensuite « La différence, une richesse », et le dernier « Inégalité et discrimination, comprendre et identifier ». Et à ce titre-là, on va aller chercher, évidemment, et donc tous les chiffres que vous citez. Alors, il me semble que celui-là est peut-être même dans cette dernière vidéo à ce propos. Concernant l'IVG, de la même façon, nous en parlons comme le programme de l'éducation nationale, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et nous informons clairement sur les droits, les ressources, le cadre légal. J'ai même imprimé ici, mais ce ne sera peut-être pas nécessaire de vous imprimer les quiz, les activités qui traitent de ce sujet. C'est un droit constitutionnel, c'est évident, on en parle et c'est même pas un sujet. Et enfin, effectivement, j'entends que vous n'avez pas pu avoir accès au contenu, et ça c'est vrai. C'est parce qu'effectivement, notre contenu est réservé aux établissements et aux structures qui en font la demande. En revanche, une fois que cet accès est donné, tout le monde a accès. Et donc, on soumet aussi notre contenu, entre guillemets, au jugement et à l'évaluation du public, que sont l'ensemble des enseignants, l'ensemble des parents et tout ça.
J'espère que j'ai adressé tout ce type de questions. J'ajoute juste sur le point de la transparence que le réseau Canopé a eu également accès à tous nos contenus, la DGESCO également, et que certains syndicats qui avaient pu avoir de l'inquiétude par rapport à la nature de nos contenus, ce qu'on comprend tout à fait, compte tenu des enjeux et de l'importance de l'EVARS pour les adolescents, on les a aussi contactés par mail pour leur proposer, s'ils le souhaitaient, d'accéder également à tout notre contenu. Pour ce qui est du modèle économique, notre tarif catalogue est de 4,50 € par élève et par an. Ça inclut à la fois les accès pour les enseignants, évidemment, mais ça inclut aussi des accès pour les parents, comme le disait, pour les représentants légaux. Comme le disait Lorraine, on prévoit aussi des accès pour les parents qui leur permettent, de monter en compétence sur ces enjeux et de voir tout ou partie des contenus qui sont diffusés à leurs adolescents. En ce qui concerne l'évolution capitalistique de notre société, Odyssée Impact est un fonds dit d'amorçage qui a vocation à accompagner des structures très jeunes. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de développement et on sera ravis de vous en dire plus sur nos projets à venir. Et ça nécessite de nouveaux investissements et à ce titre-là, on fait le choix de se faire accompagner par de nouvelles structures, des nouveaux investisseurs, et on sera ravis de pouvoir vous transmettre leur nom une fois que cette levée en cours sera finalisée, ce qui est challengeant. D'autre part, il a été posé la question des relations avec nos investisseurs, que ce soit avec Odyssée Impact ou les investisseurs à venir. Notre ligne a toujours été extrêmement claire sur notre liberté pleine et entière pédagogique. Lorraine a toujours été très transparente sur le fait qu'on souhaite développer une ligne neutre, apolitique, qui parle à tous et à toutes, que ce soit avec Odyssée Impact ou avec les actionnaires à venir, c'est quelque chose qui n'est pas négociable pour nous. Et en ce qui concerne les relations avec Odyssée Impact en particulier, je les qualifierais de relations classiques d'un fonds avec une entreprise. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on avait un point mensuel avec eux dans lequel il n'a jamais été question du contenu et sur lequel on revenait sur les chiffres d'affaires, évidemment, l'état de la trésorerie, l'évolution de notre équipe, avec des recrutements, notamment une docteure en sciences cognitives qui nous a rejoint dans le pôle pédagogie en novembre dernier, et sur des décisions structurantes, comme par exemple le lancement de la création d'une plateforme web, ce qui représente des investissements importants. Voilà. Le modèle économique, il repose sur un système d'accès à 4,50 € par adolescent et par an. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À l'heure actuelle, comme beaucoup de start-up, c'est ce qu'on est, on n'est pas rentable. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'investisseurs pour augmenter le nombre de structures partenaires, ce qui nous permettra, si tout se passe bien, d'arriver à l'équilibre économique au premier trimestre 2027. Et dans tous les cas, comme la plupart des startups, il n'est pas question de dividendes, évidemment, pour qui que ce soit. Voilà. Laurent Burgoa. Ah oui, pardon, sur les écoles, excusez-moi. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, je pense que c'était le sens de votre question, donc je ne vais pas faire de détour. 2/3 des structures partenaires, un peu plus de 2/3 des structures partenaires sont des écoles catholiques sous contrat. Le reste, on a une grande diversité. Je parlais tout à l'heure de certains acteurs du monde du sport, où il y a aussi des enjeux très importants en termes de violences sexistes et sexuelles. Il y a aussi une grande montée des incivilités, et c'est la raison pour laquelle on pense développer une nouvelle solution à cet égard. Il y a des associations d'éducation populaire, comme je le disais, un lycée français à l'étranger depuis peu. Toutes ces structures-là sont aujourd'hui réparties dans 25 départements de différentes typologies, ruraux, urbains. Voilà. Je peux juste vous demander quel est le lycée français à l'étranger ? On vous le transmettra par écrit si c'est possible. Ouais.
Oui, non, mais de toute façon, oui, ce serait bien qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus précis. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Merci. Il y avait Laurent Burgoa qui voulait... Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente, pas de souci. Juste, c'était un complément d'information. Est-ce que vous pourriez nous donner le chiffre d'affaires de votre structure et combien vous avez de salariés, d'employés, s'il vous plaît? Si on peut vous transmettre ces informations par écrit, on préfère. Concernant le nombre de salariés, on a une petite équipe. Il y a actuellement 2 personnes en CDI, donc une docteure en sciences cognitives qui est sur le pôle pédagogie, une personne au partenariat, et on a 2 apprentis, une personne qui gère les relations avec les structures partenaires sur la fonction administrative et une vidéaste qui est également en apprentissage chez nous. Merci. Très bien. Donc, on sera preneur de ces éléments par écrit. Madame la rapporteure. Merci. Du coup, j'avais une dernière question, mais en fait, j'en ai 2 dernières, mais c'est vos propos. Vous avez dit que vous avez 2/3 de structures partenaires clientes qui sont des établissements privés sous contrat. Vous n'avez pas d'établissement privé hors contrat? D'accord. Non, mais... Aucun. Merci pour la réponse. Je voulais revenir sur Canopé, parce que vous nous en avez beaucoup parlé. C'est évidemment un acteur important dans le monde de l'éducation. Alors, je ne suis pas représentante de Canopé, mais je ne comprends pas, je n'ai pas compris dans mes travaux précédents que Canopé valide d'une manière ou d'une autre des contenus quand ce ne sont pas des contenus qu'ils mettent en ligne en tant que ressources. Que vous ayez informé Canopé. Vous nous l'avez dit à plusieurs étapes de vos propos. Vous avez informé la DGESCO, vous avez informé Canopé, vous avez rendu public auprès de partenaires. Mais il n'y a pas de schéma de validation par Canopé pour des documents qui ne sont pas des ressources mises à disposition des enseignants par Canopé. Et je comprends, je les laisserai le dire, mais je comprends que les personnes de Canopé vous ont demandé de bien vouloir cesser de vous prévaloir à ce point-là d'une validation. J'ai noté le mot parce que vous l'avez utilisé plusieurs fois, par leurs soins, parce que ça n'est pas de leur ressort et ça n'est pas exact. Je crois comprendre qu'ils vous ont demandé de cesser d'apposer leur logo sur vos documents, y compris documents qui en soi n'ont rien d'illégitime, de prospection marketing. Mais voilà, il n'y a pas de validation par Canopé d'outils qui, vous les avez informés, mais qui ne sont pas des outils qui sont des ressources mises à disposition par Canopé. Donc voilà, validation n'est pas diffusion. Vous comprenez que l'ambiguïté est complexe. Vous n'avez pas de labellisation non plus éducation nationale. Et donc, c'est important aussi que les choses soient bien claires et transparentes. Merci beaucoup de cette question qui a été abordée tout à l'heure un petit peu par Lorraine et à mon avis qui va revenir dessus, sur cette zone grise qui existe effectivement en France et qui, à mon avis, appelle à peut-être des évolutions pour que les choses soient plus claires pour tous les acteurs. En ce qui concerne spécifiquement le réseau Canopé, j'ai échangé. Effectivement, ils nous ont demandé de retirer leur logo, non pas parce qu'il y avait une utilisation abusive de leur logo, c'est eux-mêmes qui nous ont envoyé ce logo expressément, qui nous donnait le droit de l'utiliser sur notre site internet. On a scrupuleusement respecté ce que nous demandait le réseau Canopé en termes d'utilisation de leur logo, qui est d'ailleurs très strict. On n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel logo. C'est un visuel qui nous a été transmis par le réseau Canopé. C'est l'unique logo que nous avons affiché sur notre site internet. Pour être tout à fait transparent, compte tenu de la polémique qui a eu lieu suite à l'article publié sur Mediapart, qui, je le rappelle, n'a jamais rien dit sur notre contenu, alors même que la journaliste a eu accès à notre contenu. Il nous a été en effet demandé par le réseau Canopé, pour calmer la polémique, de retirer ce logo, peut-être de façon temporaire, et qu'il était question de revenir sur ce point avec eux une fois que la polémique serait apaisée. Évidemment, on le regrette, et je laisse Lorraine parler parce que c'est elle qui a le plus travaillé avec le réseau Canopé et qui a passé plusieurs heures avec eux. Voilà, donc effectivement, donc ce que Clément dit est important parce que vraiment depuis le début et depuis le lancement de Lift et de nos contenus,
De mon côté, il était très clair que j'avais déjà eu des échanges avec eux sur les partenariats, sur les collaborations possibles, etc. Il m'avait été fait remonter justement que d'autres structures avaient utilisé le logo de la mauvaise façon, et donc j'étais bien informée sur le fait que, concernant le logo, il y avait des règles strictes et nous souhaitions vraiment les suivre. Maintenant, sur le thème de validation, je vous rejoins et du coup, je vous présente mes excuses sur la confusion du terme, peut-être. Reconnu, affirmé, écrit. En tout cas, j'ai ici l'ensemble de la synthèse des rapports du réseau Canopé et je vous les lis volontiers, mais je vais pas passer trop de temps. Mais en tout cas, pour chaque... Oui, de toute façon, on sera preneur d'avoir... Oui, je vous les enverrai. En tout cas, sur l'avis général, très simple, au départ, on demandait un avis général et on posait plusieurs questions. Et c'était, est-ce que c'est adapté aux objectifs de l'éducation nationale? Oui. Est-ce que ça respecte les principes de laïcité et de neutralité? Oui. Est-ce que c'est une approche objective, positive et bienveillante? Oui, avec un souci, je les cite, de ne pas culpabiliser pour mieux convaincre. Et ce, sur nos vidéos. Et ça, on sera très heureux de vous les transmettre. Et donc, par validation, effectivement, il n'y a pas un certificat de Réseau Canopé. En plus, il me semble... Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais Réseau Canopé est à la fois un organisme public, mais également... je vais m'emmêler les pinceaux. Mais il y a un cadre réglementaire, en tout cas, à clarifier sur ce point-là. Nos relations ont été excellentes. Nous avons échangé, y compris après la sortie des articles. Ils ont réaffirmé que nos contenus n'avaient pas à être reprochés d'une quelconque manière. Et nous serions et nous sommes très preneurs de continuer à travailler avec eux. Et comme nous avons très envie de travailler avec tous les acteurs publics. Et ça, c'est depuis le début. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Très bien. Mélanie Vogel, mais alors vraiment... Je serai ultra rapide. Vous nous avez dit que vous n'aviez aucun client école hors contrat. On a pu lire dans la presse que vous devriez avoir parmi vos clients les écoles privées hors contrat du réseau Excellence Ruralité. Est-ce que vous y avez renoncé ou est-ce que cette information était erronée? Non, effectivement, on a vu la même chose que vous dans la presse et on a été aussi étonnés que vous. Excellence Ruralité n'a jamais fait partie de nos clients. Oui, il y a eu des échanges avec eux. Honnêtement, il y a peu de structures éducatives en France qui n'ont pas été contactées depuis notre lancement. Il y a eu des échanges, ça n'a jamais été, ils ne sont jamais allés au bout. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on est preneur de tous les éléments qu'on a précités, la liste, pouvoir accéder pour qu'on regarde les contenus, et puis surtout vos échanges avec Canopé. Et si vous avez la même chose sur la DGESCO, bien, on vous envoie évidemment, ça avec grand plaisir. Nous sommes extrêmement preneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.